Pendant 19 ans, le ferry Scandinavian Star avait transporté des milliers de passagers et de véhicules sur les océans du monde. Et puis un jour, en seulement 45 minutes, une traversée toute ordinaire a tourné au cauchemar pour 482 personnes. À l'aide de technologies de simulation numérique avancées, nous allons aujourd'hui vous révéler les causes exactes de cette catastrophe. Elles n'arrivent pas par hasard. Elles sont toujours le résultat d'une chaîne d'événements critiques. Voici donc les derniers instants qui ont précédé le désastre. La Norvège. Oslo. Vendredi 6 avril 1990. C'est le début des vacances de Pâques. Le Scandinavian Star, un navire de 142 mètres, fraîchement rénové, fait ses débuts sur la route touristique qui relie la Norvège au Danemark. Son départ d'Oslo est programmé à 19h30. Il transporte des voitures, 383 passagers et un équipage de 99 personnes. Mais le chargement du navire, plus long que prévu, provoque un retard dans l'horaire. Dans sa voiture, la famille de Heidi Jansen attend l'embarquement. Heidi a tout juste 11 ans. On a appris qu'il y avait un retard. Ma mère et mon frère sont montés à bord, pendant que mon père et moi nous sommes restés à attendre sur le quai. Mon père avait été marin et je n'arrêtais pas de lui poser des questions idiotes. Je lui demandais s'il avait déjà été dans un canot de sauvetage et comment c'était. Et je me souviens qu'il m'a répondu qu'il ne le recommandait à personne. Malgré le retard, les passagers s'attendent à un voyage de 13 heures sans histoire. Une semaine de détente en perspective pour Jan Arsem, sa femme enceinte Christine et leur fils d'1 an et demi, Alvor. Nous avions décidé de partir pendant les vacances de Pâques et de prendre du bon temps. Nous étions contents de partir parce que l'été s'annonçait très chargé. C'était le printemps, l'air était pur, le temps ensoleillé. Des conditions parfaites pour les 12 500 tonnes du Scandinavian Star. Construit en 1971, c'est un navire de 9 étages. Le 3e étage contient les voitures et des cabines de passagers à ses extrémités. Mais la plus grande partie des cabines se trouve au 5e étage. Celui-ci est surmonté de 3 autres étages contenant des salons, des boutiques, un restaurant, un bar et une discothèque. L'ambiance festive et les achats détaxés font partie intégrante du trajet. Le pont et la cabine de contrôle du navire se trouvent au 8e étage. Cette nuit-là, c'est le capitaine Hugo Larsen qui est aux commandes du ferry. Ses passagers sont en bonne main, il exerce son métier depuis 22 ans. « 21h45. On largue les amarres et le Scandinavian Star quitte enfin le port avec 2h15 de retard. À bord, certaines choses laissent à désirer. La décoration intérieure n'est pas terminée et les opérations les plus simples semblent poser problème. Le numéro de cabine de Jan Arsem n'est pas le bon. Et à la réception, les problèmes continuent. Les clés qu'on nous avait données n'étaient pas les bonnes et j'ai dû traverser à nouveau tout le bateau pour retourner à la réception. Même une enfant de 11 ans peut se rendre compte de la confusion qui règne à bord. L'équipage ne parlait ni norvégien ni anglais. Ils couraient dans tous les sens et avaient l'air très stressés. Mais la mauvaise organisation est bientôt oubliée. Les passagers mettent de côté leurs problèmes et profitent du restaurant, du bar et des autres commodités offertes à bord. J'avais hâte d'aller à la boutique détaxée et de faire quelques achats, le genre de choses que les petites filles aiment faire. Je ne voulais surtout pas rester dans ma cabine, trop ennuyeux. Il est minuit. Les plus jeunes passagers, comme Heidi, sont couchés. Jan Arsem n'a pas sommeil.
Il laisse sa femme et son fils dormir dans leur cabine du pont numéro 5. Notre fils Alvor était encore petit et avait besoin de dormir. Je suis donc allé me promener un peu dans le navire. J'observais les gens, les situations. Tout le monde avait l'air de s'adapter à ce nouveau cadre. Le Scandinavian Star a atteint sa vitesse de croisière de 21 nœuds. La mer est calme, le ciel dégagé. Le mouvement régulier du navire promet une bonne nuit de sommeil aux passagers qui sont dans leur cabine. Mais certains d'entre eux sont déjà condamnés. 2 heures du matin. Le Scandinavian Star est en route depuis 4h15. Les passagers couchent tard, s'amusent au bar et dans la discothèque du pont numéro 8. Mais 5 étages plus bas, un feu s'est déclaré dans un couloir du pont numéro 3. L'incendie prend de l'importance. Il remonte le long des murs et des plafonds. Aux étages supérieurs, les passagers dorment ou font la fête. Vers 2h09, l'incendie atteint une cage d'escalier et se met à gagner l'intérieur du navire. Le pont numéro 4 prend feu. Aucun des passagers ne se doute qu'un incendie est en train de grignoter le navire. Sur la passerelle, le capitaine Larsen lui aussi ignore tout de la situation. Malgré les flammes et les fumées de plus en plus importantes, personne n'a encore vu l'incendie et donné l'alarme. Un groupe de jeunes athlètes en route vers un camp d'entraînement profite des instants de liberté offerts par ce voyage. L'un d'eux s'appelle Vidar Skillingsas. Il a tout juste 14 ans. Pour un garçon de 14 ans, un voyage au Danemark sans ses parents et avec toute son équipe, c'est quelque chose de très excitant. C'était génial de n'avoir personne pour nous dire d'aller nous coucher. Ça nous permettait d'explorer les distractions offertes par le navire, comme la boîte de nuit et les machines à sous. 2h11. Vidar et ses camarades aperçoivent de la fumée arriver par une cage d'escalier. On a vu de la fumée arriver de l'étage d'en dessous et on a immédiatement prévenu la réception. Solvig Ekerhod est de service à la réception du 5e étage. 3 garçons se sont précipités vers moi en criant « Il y a un incendie !» Au début, ils ne nous ont pas pris au sérieux, puis ils ont vu la fumée derrière nous. Je voyais de la fumée s'élever derrière eux. Elle était si épaisse que je les distinguais à peine. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas gérer ça, qu'on allait tout droit en enfer. Alors j'ai appelé le capitaine Larsen et je lui ai dit qu'il y avait un incendie à l'arrière du navire. Il est 2h15. 15 minutes après le début de l'incendie, le capitaine Larsen est enfin prévenu. Au même instant, des alarmes qui ne sonnent que sur la passerelle se déclenchent à mesure que d'autres personnes voient la fumée et actionnent les signaux. Mais le capitaine Larsen n'a aucune idée de l'étendue de l'incendie. Et au cours des 30 minutes qui vont suivre, chacune de ces décisions va conditionner la survie des 482 personnes à bord du navire. Le feu se propage rapidement. Deux des 8 étages sont déjà en flammes. Et 482 personnes sont en grand danger. Les alarmes qui se succèdent sont de plus en plus inquiétantes. Immédiatement, le capitaine Larsen actionne la fermeture des portes coupe-feu concernées. C'est la procédure de sécurité classique à bord d'un navire pour empêcher un incendie de se propager. Et cette action sera une piste essentielle dans l'enquête qui suivra la catastrophe. Ensuite, il donne l'alarme générale pour alerter tous les passagers du ferry. Ce signal est censé être audible à chaque endroit du navire.
2h20. 3 niveaux au-dessous du capitaine, au 5e étage, Jan Arsem est réveillé par sa femme enceinte. Ils partagent une cabine avec leur fils Alvor, âgé d'1 an et demi. J'ai vu Christine quitter la cabine, j'ai pris Alvor sous le bras et je suis sorti moi aussi. En sortant dans le couloir, je suis passé d'un sommeil profond à quelque chose de complètement incompréhensible. Je n'y voyais rien. Il y avait de la fumée partout, comme une brume épaisse. Je ne voyais même pas les parois du couloir. Jan a juste le temps de prendre son fils, de s'engouffrer dans la fumée et d'essayer de retrouver la sortie de mémoire. Il ne voit même plus sa femme Christine, qui a quitté la cabine quelques secondes avant lui. L'incendie est devenu un brasier infernal. Il projette une boule de feu d'un bout à l'autre du 5e pont. Les 2 extrémités du navire sont maintenant en proie aux flammes. Et la boule de feu ne passe qu'à quelques mètres de la porte fermée de la cabine où dort la famille de Heidi Jansen. Dehors, le couloir est presque entièrement envahi par les flammes. Je restais là à crier en regardant un mur de flammes. Il y avait des craquements, c'était horrible. Puis mon père m'a poussé dans le dos et je me suis mise à courir. C'était le pire moment, cette course pour échapper aux flammes. Quand je suis arrivée en haut, j'avais l'impression qu'elle me suivait. Terrorisée, Heidi court droit dans un groupe de passagers en fuite qui la conduisent vers les canaux de sauvetage sur le pont numéro 7. Le feu a maintenant envahi les ponts 3, 4 et 5. Les cages d'escalier agissent comme des cheminées et aspirent la fumée vers le haut. L'incendie continue donc de monter, mais feu au restaurant du pont 6. Au bord de l'asphyxie, Jan Arsem parvient à trouver une issue vers l'air libre à l'arrière du pont 5. Mais aucune trace de sa femme enceinte. Il confie son fils à d'autres personnes et part à sa recherche. J'ai essayé de redescendre par l'escalier pour retrouver Christine. Mais il y avait tant de fumée dans l'escalier que je me suis dit, si je ne fais pas demi-tour maintenant, Alvor va me perdre moi aussi. Il est 2h24. Sur la passerelle du Scandinavian Star en flammes, au 8e étage, le capitaine Larsen ne possède aucune information précise sur l'étendue de l'incendie et la vitesse à laquelle il se propage. Lorsqu'il se rend compte que la situation est incontrôlable, il lance un appel de détresse sur le canal 16, réservé à cet effet. Mayday, mayday, mayday. Son Mayday a une priorité absolue sur toutes les communications radio en mer. C'est l'appel le plus désespéré qu'un bateau puisse lancer. Mayday, mayday, mayday. Pour faciliter la mise à la mer des canaux de sauvetage, il coupe les moteurs. Le Scandinavian Star est maintenant à la dérive à une trentaine de kilomètres du port le plus proche, Lysekil, en Suède. Aux environs de 2h30, le système de ventilation est coupé, une autre mesure de sécurité. Mais hélas, cela permet à la fumée d'envahir les cabines par les grilles d'aération des portes. Les passagers pris au piège dans leur cabine sont dans une situation terrifiante, avec nulle part où aller. Ceux d'entre eux qui se réveillent cherchent désespérément à fuir la fumée, dans les toilettes, dans les douches. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Au sein de l'équipage, c'est la confusion la plus totale. On ne lui a pas donné de procédure d'urgence précise à respecter. Quelques membres de l'équipage seulement pensent à mettre un masque. Ils partent dans les couloirs envahis de fumée à la recherche de survivants. L'un d'eux est le chef du personnel, Kirsten Hansen. Il a décrit l'horrible spectacle à la réceptionniste Solvig Eckerode. Il a vécu des choses terribles en bas. Il m'a dit qu'il a vu une mère assise contre le mur avec ses 2 enfants. Tous les 2 étaient morts. Il a voulu l'aider à se lever, mais elle lui a dit « Non, laissez-moi, je veux mourir avec mes enfants ». Puis elle est morte. Il est 2h50. 25 minutes après avoir reçu l'appel de détresse, le ferry Stena Saga arrive en premier sur les lieux du drame.
Un membre de son équipage filme la tragédie avec une caméra vidéo. Voici les images qu'il a enregistrées. L'eau autour du navire en flammes est pleine de canots de sauvetage à la dérive. L'incendie est devenu complètement incontrôlable. Le capitaine du Stena Saga, Lennart Nordgren, décrit la scène. Toute la poupe était en feu. On entendait des gens crier et on entendait le bruit de l'incendie lui-même. Un craquement un peu comme le bruit du pop-corn. Les flammes faisaient 12 à 15 mètres de hauteur. D'autres navires rejoignent le Stena Saga et l'aident à récupérer des canots à la dérive. Il est 3h20. La fumée a envahi la passerelle du Scandinavian Star, où se trouve le capitaine Larsen. Il dit au capitaine Nordgren du Stena Saga qu'il doit abandonner le navire. Le capitaine devant être le dernier à quitter son navire, Nordgren lui demande s'il est bien sûr qu'il n'y a plus personne à bord. Voici un enregistrement de leur conversation. Stena Saga, Scandinavian Star. Scandinavian Star, Stena Saga. Je lui ai demandé spécifiquement si tout le monde avait été évacué. Et il m'a répondu par ces mots. Autant que je sache, tout le monde a pu sortir. Mais en vérité, le capitaine du Scandinavian Star a commis une erreur fatale. Plus de 30 personnes se trouvent encore à bord, bloquées à l'arrière d'un navire abandonné par son capitaine. L'incendie les empêche d'atteindre les canaux de sauvetage du pont 7. L'eau est trop froide pour qu'on puisse s'y jeter. Jana Arsem est prise au piège avec son bébé. Une fumée épaisse s'élevait de toutes les ouvertures du navire. L'incendie avait une puissance incroyable. On entendait une sorte de profond tonnerre à l'intérieur du navire. Finalement, on les repère depuis des navires et on leur envoie des canots de sauvetage. Yann descend par une corde avec son fils attaché à lui. Les sauveteurs pensent que maintenant, tous les passagers sont enfin sains et saufs. 5h30. Les premières équipes de sauvetage arrivent sur le Scandinavian Star. 9 pompiers de Gothenburg en Suède sont treuillés sur le pont. Ils sont dirigés par le chef des pompiers, Ingvar Brynfors. Quand nous sommes arrivés à proximité du navire, le spectacle nous a fait dresser les cheveux sur la tête. C'était un spectacle incroyable. À l'ouest, le ciel était complètement rouge contre l'horizon noir. Il est 7h du matin. Les pompiers sont à bord depuis 1h30 à la recherche de survivants. Ils atteignent l'arrière du pont 5 et sont horrifiés de découvrir une multitude de cadavres. C'était comme si nous étions aux portes de l'enfer. Partout, des corps jonchaient les couloirs. Nous avons enfoncé les portes pour entrer dans les cabines et nous avons vu des corps couchés sur leurs lits, dans les toilettes, dans les douches. En tout, nous avons dénombré 71 victimes. Le bilan final des victimes à l'arrière du pont 5 sera de 76, dont près de la moitié dans cette petite zone. Pour quelles raisons était-elle aussi dangereuse? Les survivants sont acheminés vers des ports en Suède, en Norvège et au Danemark. Dans la confusion, des familles sont séparées et beaucoup ne savent pas si leurs proches sont en sécurité ou sont restés sur le navire en flammes. Ce document d'archives montre l'arrivée de Heidi Jansen et de sa famille à Sandfjord en Norvège. Pour son père, un ancien marin qu'on voit ici porter son plus jeune fils, c'en est trop. Il craque. J'ai vu papa se mettre à pleurer en réaction à tout ce qui s'était passé. Avant ça, je n'avais pas vraiment pris conscience de la situation. Mais quand je l'ai vu réagir comme ça, j'ai commencé à comprendre que quelque chose de très grave nous était arrivé, quelque chose de terrible. Les pompiers à bord du Scandinavian Star continuent de fouiller le ferry, pendant qu'on le remorque vers le port de Lysekil. Au cours de leurs recherches, le bilan s'alourdit encore.
Jan Arsem atteint la terre ferme avec son jeune fils. Il est toujours sans nouvelles de sa femme enceinte, Christine. C'était une situation vraiment insupportable. Avait-elle été débarquée à un autre endroit? Avait-elle été accueillie par un autre navire? Au bout d'une semaine d'attente angoissée, la police lui apporte la terrible nouvelle. Christine et notre fils, puisqu'elle était enceinte, ont été inhumés au cimetière d'Asker, où nous habitions. Christine et Jan Arsem ont quitté en même temps la même cabine, mais Jan a survécu et Christine a trouvé la mort. Elle est l'une des 158 personnes qui ont succombé en seulement 45 minutes à bord du Scandinavian Star. Remontons à présent le cours des événements de cette journée fatidique et poussons plus loin l'enquête pour révéler précisément ce qui s'est passé. Comment l'incendie a-t-il commencé? Pourquoi autant de personnes sont mortes dans une si petite zone du navire? La simulation numérique va nous mener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la zone critique. Une équipe d'experts scandinaves a mené une enquête sur l'incendie. Et grâce aux données qu'elle a réunies, nous pouvons reconstituer la chaîne des événements et découvrir l'origine de cette terrible tragédie. Voici les images prises après la catastrophe. Comment cet incendie mortel a-t-il commencé? Pour le savoir, les experts doivent d'abord découvrir son foyer d'origine. À la tête de l'équipe menant l'enquête, Kjell Schmidt, du laboratoire norvégien de recherche sur le feu. Notre mission était de reconstituer le développement de cet incendie, de trouver ce qui avait pu le déclencher, à quelle heure il avait commencé, à quel endroit. Ce n'est pas évident de retrouver l'origine d'un incendie, il faut commencer par la fin, c'est un véritable puzzle. Les enquêteurs remontent la piste de l'incendie à travers l'épave du navire. Ils reconstituent l'incendie à l'envers, jusqu'à son point de départ, son foyer d'origine. Ils remontent ainsi la piste jusqu'à un couloir du pont 3. La réponse à la question de l'origine de l'incendie se trouve dans les débris du couloir qu'on voit ici en vidéo. Les enquêteurs finissent par localiser le point exact où le feu a pris son origine et y découvrent des traces de tissu. Ils en déduisent que l'incendie a commencé dans une pile de literie. Mais pourquoi celle-ci a-t-elle pris feu? Il n'y avait pas de matériel électrique, pas de cheminée, ni de système hydraulique dans ce couloir. Nous n'avons trouvé aucun matériel ou appareil susceptible de déclencher un incendie. Le feu a-t-il pu être mis accidentellement par un passager ou un membre de l'équipage? Les enquêteurs découvrent alors que les cabines du passager du pont 3 n'étaient pas occupées. En principe, l'étage entier était vide. Ils sont intrigués. La vérité ne paraîtra que lorsqu'ils auront enfin découvert tous les secrets de l'incendie du Scandinavian Star. Des expertises médico-légales permettent à l'équipe de Kjell Schmidt de déterminer que l'incendie n'a pas pu commencer avant 2 heures du matin, 45 minutes avant le désastre. L'enquête se concentre alors sur le développement de l'incendie. Comment un feu dans une simple pile de linge a-t-il pu se transformer en un incendie meurtrier, balayant sans peine les 142 mètres de long du ferry? L'incendie a tué 158 hommes, femmes et enfants. C'est l'un des pires accidents maritimes de l'histoire navale scandinave. Grâce aux outils informatiques et aux rapports officiels, nous pénétrons au cœur de l'enquête pour dérouler la chaîne des événements de ce drame. L'origine de l'incendie reste mystérieuse. Les enquêteurs parviennent cependant à déterminer qu'il a commencé sur une pile de linge au 3e étage et qu'il n'a pas pu se déclencher avant 2 heures du matin. Mais comment cet incendie mineur a-t-il pu prendre une telle ampleur?
Pour comprendre parfaitement l'incendie du Scandinavian Star et percer ses secrets, les enquêteurs doivent le recréer de A à Z, mais en laboratoire. Nous avons dû mener une expérience à grande échelle avec le même type de couloir que celui se trouvant à bord du navire. C'était important pour connaître le développement de l'incendie. Et nous avons utilisé les mêmes matériaux, tout était identique. S'il n'y avait eu que la pile de linge, l'incendie se serait éteint de lui-même. Les parois en acier du navire et son revêtement en amiante ininflammable empêchent en principe les incendies de se propager. Et d'ailleurs, lorsque les enquêteurs examinent les restes du couloir, ils constatent que les plaques d'amiante, quoique gondolées, n'ont pas brûlé. Mais si le revêtement n'a pas brûlé, quel a pu être le combustible de l'incendie? Quelque chose a alimenté le feu pendant sa course à travers le navire. Les enquêteurs sont intrigués. Ils cherchent plus loin et découvrent que la peinture blanche qui recouvrait les plaques d'amiante a entièrement disparu. Mais cette couche n'avait qu'une épaisseur d'1,6 mm, à peine plus qu'un CD. Un matériau d'1,6 mm d'épaisseur, ce n'est pas grand-chose. La première chose à déterminer est donc comment il prend feu et combien de chaleur il libère en brûlant. Les expériences de Schellschmidt montrent que ce revêtement est en fait extrêmement inflammable. Les calculs montreront que la combustion d'un mètre carré de ce revêtement équivaut à celle d'1,5 litre d'essence. Le principal combustible de l'incendie a donc été cette fine couche de peinture. Son rôle était purement esthétique et pourtant son pouvoir de combustion a annulé la protection anti-incendie des parois en amiante. Plus que 36 minutes. Grâce à ces expériences, l'équipe de Schellschmidt est en mesure d'avancer qu'à ce moment, le revêtement du couloir brûle déjà de façon incontrôlable. Les experts savent à présent ce qui a alimenté l'incendie. Mais comment est-il sorti du couloir du pont 3 ? Pourquoi les cloisons et portes coupe-feu du navire n'ont-elles pas pu le contenir dans le couloir? Il y a 2 grandes cloisons sur le navire, l'une ici et l'autre là. Elles sont censées partager le navire en 3 compartiments différents, ce qui a pour résultat d'empêcher qu'un incendie dans l'un des compartiments se propage aux autres compartiments. Les portes coupe-feu permettent aux passagers de traverser ces cloisons et contiennent les incendies à l'intérieur de chaque compartiment. Mais les portes coupe-feu sont inutiles si elles ne sont pas fermées. Sur la passerelle, le capitaine Larsen se sert de ses commandes à distance pour fermer les portes coupe-feu dans les zones où les alarmes ont été activées. Mais sur le Scandinavian Star, les alarmes de la zone des passagers ne sont pas automatiques. Elles ne peuvent être actionnées que manuellement. Ce qui veut dire que les portes ne sont fermées qu'aux endroits où des passagers ont vu l'incendie et actionné le signal d'alarme. Et bien sûr, dans la zone où le feu a commencé, il n'y avait personne pour appuyer sur un bouton. Et les portes sont donc restées ouvertes. Plus que 36 minutes. L'incendie traverse la porte coupe-feu ouverte et gagne le reste du navire. Mais les enquêteurs ne comprennent pas comment l'incendie a pu atteindre le pont 5 aussi rapidement, ni pourquoi, une fois arrivé là, il a traversé le navire sous forme d'une boule de feu. Comment a-t-il pu se propager aussi rapidement à l'intérieur du navire? À cet endroit, les témoins oculaires jouent un rôle essentiel pour permettre de remonter la chaîne des événements. 25 minutes. Kristen Blindheim sort en titubant de sa cabine du pont 4 et se précipite vers l'escalier tout proche. Nous n'étions qu'à quelques mètres de l'escalier et une fumée noire descendait les marches. Or, la fumée brûlante est censée monter et non descendre. Comment Kristen Blindheim a-t-il pu alors voir de la fumée descendre les escaliers? La trajectoire qu'a suivi le feu était assez mystérieuse. Nous n'étions pas franchement stupéfaits, mais nous trouvions ça quand même bizarre.
Les enquêteurs suivent donc les traces de fumée et de feu vers le niveau inférieur. Ces traces les conduisent à cette porte du pont 3, à l'endroit où la zone des passagers rejoint celle des véhicules. Les dégâts qu'on voit sur cette photo de l'enquête les conduisent à croire que la porte était en partie ouverte pendant l'incendie. Une autre piste leur est fournie par un camion légèrement brûlé garé près de la porte. Les dégâts sur ce véhicule n'ont pu être causés que par des gaz chauds provenant de l'autre côté. La zone des voitures est aérée par de puissants ventilateurs dont le rôle est d'expulser les gaz d'échappement dangereux hors du navire. Mais comme la porte coupe-feu était ouverte pendant l'incendie, les ventilateurs ont littéralement aspiré les flammes à travers le navire. L'incendie commence dans un couloir du pont 3. En l'espace de 20 minutes, le courant d'air l'aspire par l'escalier vers le pont 5. Les conditions qui y règnent le transforment en boule de feu, qui fonce à travers l'espace ouvert du pont 5 vers l'escalier situé à l'autre bout du navire. La fumée et les flammes sont ensuite aspirées par cette cage d'escalier, passent par la porte coupe-feu et pénètrent dans la zone des véhicules. Lorsque les ventilateurs sont coupés 10 minutes plus tard, il est déjà trop tard. Mais il reste un mystère. Pourquoi 39 victimes à l'arrière du pont 5 n'ont-elles même pas pu sortir de leur cabine? Les enquêteurs s'intéressent alors à la façon dont les passagers ont été alertés. Ils auraient dû être prévenus du danger au plus tard par l'alarme principale du navire, censée être audible par tous les passagers. L'équipe examine l'agencement des cabines et la position des sirènes d'alarme. Et elle découvre que pour 59% des cabines occupées à l'arrière du pont 5, le niveau sonore de l'alarme était inférieur à 57 décibels. Bien moins que ce qu'on entend lorsqu'on roule sur l'autoroute à l'intérieur d'une Rolls-Royce. Si ces passagers ont été surpris dans leur sommeil, c'est pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont sans doute jamais entendu l'alarme. Selon l'instructeur de sécurité incendie Chris Harris, voilà comment les choses se sont passées. Au début, le volume de l'alarme est très puissant. Il voyage le long du couloir, puis il doit tourner à gauche ou à droite, traverser un autre couloir et ainsi de suite. Il passe devant les portes des cabines des passagers, qui constituent un obstacle supplémentaire. À cela s'ajoutent tous les sons du navire, les bruits de ventilation, le bruit du moteur. Masquée par la distance, les bruits de ventilation et du moteur, l'alarme n'a probablement même pas réveillé les passagers de ces cabines. Mais 37 des victimes à l'arrière du pont 5 ont été retrouvées dans les couloirs, en dehors de leur cabine. Elles ont donc forcément été prévenues par l'alarme ou par l'agitation. Pourquoi n'ont-elles pas réussi à s'échapper ? Quelle mystérieuse rupture dans la chaîne des événements a déterminé qui seraient les survivants et qui les victimes? Au total, le gigantesque incendie à bord du Scandinavian Star a fait 158 victimes. Quand l'alarme a sonné, 30 minutes avant le désastre, tous ceux qui l'ont entendu ont tenté de fuir, y compris bien sûr les passagers de l'arrière du pont 5. Et pourtant, 37 sont morts dans le couloir, parmi lesquels Christine, la femme de Jan Arsem. Alors que lui-même, parti du même endroit, est au nombre des survivants. Qu'ont-ils fait de différent pour s'en sortir? Les enquêteurs étudient la configuration du navire pour comprendre la raison de cette mystérieuse zone mortelle à l'arrière du pont 5. Et ce qu'ils découvrent est terrifiant, comme l'explique l'expert en incendie Edward Galea. Le Scandinavian Star avait un problème particulier à la section arrière du pont 5. En longeant ce couloir, vous vous apercevez qu'il se termine en cul-de-sac. La sortie est située avant la fin du couloir. De l'autre côté du navire, on a un cul-de-sac similaire. Pour sortir du navire, il faut revenir en arrière. La survie des passagers a donc dépendu des décisions instinctives qu'ils ont prises pour échapper au labyrinthe en feu des couloirs du ferry. Jan Arsem, qui transportait son fils Alvor, a tourné à droite en arrivant dans ce couloir. Le corps de sa femme enceinte Christine a été retrouvé à gauche.
Elle n'a pas réussi à trouver l'issue du labyrinthe. Il tourne à droite, elle à gauche. Cette simple décision a fait que Jan et Halvor survivent et que Christine trouve la mort. Les enquêteurs comprennent mieux à présent ce qu'ont vécu les personnes qui n'ont pas pu s'échapper du ferry. Mais une interrogation subsiste quant au sort de ces victimes. De quoi sont-elles mortes? En effet, malgré la férocité de l'incendie, les corps retrouvés à l'arrière du pont 5 ne sont pas brûlés. De quoi sont mortes toutes ces personnes, si elles n'ont pas péri à cause des flammes? Les enquêteurs s'intéressent alors de près à l'épaisse fumée produite par la combustion de la peinture des parois intérieures. Et leur expérience révèle que la fumée du Scandinavian Star était particulièrement toxique. En plus de monoxyde de carbone, elle contenait un élément tout aussi toxique, du cyanure d'hydrogène. Le cyanure d'hydrogène tue très vite. Et si vous avez quelques notions d'histoire, vous savez que c'est précisément le gaz que Hitler a utilisé contre les Juifs dans les camps de concentration. C'est un gaz vraiment mortel. Lorsqu'on respire une combinaison de cyanure d'hydrogène et de monoxyde de carbone, le résultat est foudroyant. Sur les 158 victimes, 148 sont mortes à cause de cette fumée mortelle. Quelques instants avant la mort, on est paralysé, incapable de bouger, on est pris au piège. Et puis la mort arrive. Tout cela prend à peine quelques minutes. Des simulations par ordinateur laissent penser que 8 à 12 minutes après le début de l'incendie, les taux de fumée toxique sur le pont 5 avaient déjà atteint un niveau mortel. Nous avons conclu que lorsque le capitaine a été informé de l'existence de l'incendie et a vu les lumières clignoter sur son tableau de bord, la situation était déjà critique pour les personnes à bord. Une fois que la fumée toxique envahit la zone des passagers, les estimations deviennent plus vagues. Seules les victimes elles-mêmes auraient pu reconstituer les faits. Selon l'équipe de Schellschmitt, 45 minutes après le début de l'incendie, le drame est scellé. L'incendie est devenu incontrôlable et tout l'intérieur du navire rempli d'une fumée mortelle. Toutes les victimes sont déjà mortes, piégées dans leur cabine ou perdues dans les couloirs. Et le premier navire à répondre à l'appel de détresse, le Stena Saga, est encore à 5 minutes des lieux du drame. Mais une chose intrigue encore les enquêteurs. En cas d'urgence, l'équipage est responsable de la sécurité des passagers. Il est censé être entraîné pour gérer ce genre de situation. Pourquoi celui du Scandinavian Star n'a-t-il pas été plus efficace lors de la catastrophe ? Les enquêteurs étudient les livres de bord et les registres du navire, interrogent l'équipage et découvrent la vérité. La catastrophe prend son origine plus de 2 semaines avant l'incendie. Le Scandinavian Star a été mis en service de façon précipitée. Le navire se trouvait en eau scandinave depuis seulement 15 jours. Avant cela, il occupait une toute autre fonction. En tant que bateau de croisière casino à Miami, à plus de 5500 km avec un autre équipage. Les responsables du navire n'avaient prévu que 10 jours pour convertir le bateau de croisière en ferry et pour former un équipage presque entièrement neuf. C'est loin d'être suffisant, comme l'explique le capitaine Emma Tiller. Je ne pense pas que 2 semaines soit un délai raisonnable pour former un équipage sur un navire reconverti. Je pense que 6 à 8 semaines seraient plus appropriées dans ce cas. Pas un seul exercice d'évacuation n'avait été effectué. Pire encore, les enquêteurs découvrent que de nombreux membres de l'équipage ne parlaient ni anglais, ni aucune des langues scandinaves. Un état de fait que de nombreux passagers avaient relevé avant la catastrophe. Plus tard dans la soirée, je me suis rendu compte que beaucoup de membres de l'équipage étaient portugais et ne parlaient pas norvégien et pour certains pas même anglais. La confusion due aux différentes langues parlées par l'équipage pose problème dès le début du voyage. Et lorsque la catastrophe a lieu, l'organisation de l'équipage s'effondre purement et simplement.
Il s'est avéré plus tard qu'il manquait tant de choses, aussi bien dans l'entraînement de l'équipage que dans les conditions à bord, que le navire n'était absolument pas prêt à entrer en service. L'incendie du Scandinavian Star était une catastrophe annoncée. Et pourtant, rien de tout cela ne répond à la question principale. Comment le feu s'est-il déclenché ? Les enquêteurs ont reconstitué la manière dont l'incendie s'est propagé à travers le Scandinavian Star. Ils veulent maintenant savoir comment le feu a commencé. Et ils font une découverte effrayante. Ce n'était pas le premier incendie à bord du navire ce soir-là. 15 minutes avant l'incendie meurtrier, il y a eu un autre feu. Kristen Blindheim en a été le témoin direct. Il a eu lieu juste devant sa cabine. J'ai ouvert la porte et j'ai vu des flammes qui montaient jusqu'au plafond. J'ai foncé vers mon lit, j'ai arraché les draps et j'ai couru dans le couloir. Je les ai jetés sur les flammes et je les ai piétinés pour éteindre le feu. Le capitaine est averti de cet incendie qui est rapidement maîtrisé. On assure Kristen que tout est sous contrôle, ce qui est loin d'être le cas. Personne ne prend la peine de vérifier s'il n'y a pas un autre incendie quelque part. Aucune alarme n'est donnée, aucune porte coupe-feu fermée, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il reste peu de traces du premier feu, mais le rapport officiel conclut qu'il a probablement été causé par une flamme nue. Quant au second incendie, selon l'équipe de Shell Schmidt, rien ne permet de croire qu'il a commencé de façon accidentelle. Tout porte à croire que le feu a été mis intentionnellement, avec une allumette ou un briquet. Il s'agit donc d'un incendie criminel. Quant à l'identité du coupable, nous ne la connaîtrons peut-être jamais. En recherchant dans l'histoire des victimes, la police découvre qu'un des passagers danois avait un casier judiciaire. Il avait été condamné 4 fois auparavant pour incendie volontaire. Et les soupçons de la police se portent sur lui. Mais le Scandinavian Star avait 2 navires jumeaux lorsqu'il opérait aux États-Unis. Et les 3 navires avaient déjà connu plusieurs incendies importants pendant les 7 années qui ont précédé la catastrophe. 2 ans seulement avant celle-ci, un incendie avait même eu lieu dans la salle des machines du ferry. À cette occasion, le navire avait été sévèrement critiqué par les enquêteurs de l'Office américain de la sécurité des transports. L'un de leurs principaux reproches était le même que celui des enquêteurs scandinaves, manque d'une langue commune aux membres de l'équipage. Une chaîne fatale d'événements a conduit au désastre. Une rupture à n'importe quel endroit de la chaîne aurait pu éviter ou limiter la catastrophe. Si l'équipage avait été mieux préparé, un plus grand nombre de passagers auraient pu être évacués. Si le capitaine avait réagi de façon appropriée au premier incendie, le deuxième aurait pu être maîtrisé plus tôt. Si quelqu'un s'était trouvé sur le pont 3 pour signaler l'incendie, il n'aurait jamais pris des proportions aussi mortelles. Si les zones passagers avaient été équipées de détecteurs de chaleur ou de fumée, le feu aurait pu être maîtrisé dès le début. Si toutes les portes coupe-feu avaient été fermées immédiatement, le feu aurait été bloqué et n'aurait pas pu se propager. Si le niveau sonore de l'alarme avait été plus élevé, un plus grand nombre de passagers auraient été alertés à l'arrière du pont 5. Si le revêtement des murs avait été ignifugé, il n'aurait pas produit de gaz toxique. Mais aucune de ces conditions n'a été remplie et 158 personnes sont mortes. Cet incendie a suscité un émoi considérable au sein des populations scandinaves, dont l'une des fiertés est justement l'attention portée à la sécurité. Il s'agit d'une des plus grandes catastrophes maritimes dans cette région du monde. Le rapport officiel critique sévèrement la compagnie de transport, ainsi que le capitaine. Le capitaine Larsen, le propriétaire de la compagnie, et son exploitant ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois pour leur négligence. Pour les survivants, les effets de la tragédie sont durables.
Pendant des années, cet incendie entra à la mémoire de Heidi Jensen. Je voyais toujours du feu autour de moi, autour de mes pieds. Je voyais des flammes partout. Quand j'étais dans une pièce, j'imaginais que celle d'à côté était remplie de flammes. Jan Arsem a dû élever son fils tout seul. Il s'est remarié 12 ans plus tard. Depuis l'incendie, il est devenu expert en sécurité maritime et consacre une grande partie de son temps à essayer d'améliorer la sécurité à bord des navires du monde entier. L'insuffisance des moyens de sécurité à bord des navires est un problème international. Vous pouvez très bien voyager en Europe, aux États-Unis, et vous retrouver dans le même genre de situation, car le problème n'a pas été résolu. Mais une telle catastrophe sert au moins à donner des enseignements et de l'espoir pour l'avenir. Même si le Scandinavian Star avait été mieux équipé et mieux conçu en termes de sécurité, les passagers auraient quand même été à la merci d'un équipage insuffisamment formé et ne parlant pas de langue commune. C'est la grande leçon du Scandinavian Star. Son exemple a conduit au développement de nouveaux codes de sécurité internationaux. Ceux-ci font porter plus de responsabilités aux propriétaires et opérateurs de navires pour assurer que leur équipage soit correctement formé et préparé aux situations d'urgence. On peut espérer que la tragédie du Scandinavian Star aura servi à rendre les voyages sur mer un peu plus sûrs.